Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Alors, pour nos amis qui nous regardent sur Facebook, vous n'avez pas pu nous voir parce qu'on enregistre le jeudi soir, mais par rapport à la Toussaint, on n'a pas enregistré, mais ce soir, nous sommes vendredi et vous êtes en direct avec nous et ce sera sur la télé normale à 20h ce soir même. Demain samedi à 18h, après l'émission Deux mots, quatre paroles, dimanche 10h du matin. Et en plus, pour ceux qui ne dorment pas la nuit, eh bien, des fois, ça passe à minuit, à 2h du matin, voilà. Donc, vous risquez pas de nous louper. Voilà. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mano, et bonsoir à vous, et bonsoir aux téléspectateurs. Olivier Jean-Marie, donc politique, politique data. Voilà, très bien, merci beaucoup. Bonsoir Charles, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mano, merci de m'accueillir. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs, content d'être là. Un petit hommage, oui, bien sûr, à mon ami et camarade Alexis Pouya qui nous a quittés la semaine dernière et pour qui j'ai une pensée et je salue sa famille, ses deux garçons et puis sa sœur Marie-Josée et Jacqueline, voilà. Ah oui, c'est vrai, la semaine dernière tu n'étais pas là. C'est ça, c'est parce que je me dis, on a parlé d'Alex la semaine dernière, d'accord. Ok, très bien, merci beaucoup Charles. Bonsoir Béatrice, ça va? Bonsoir Mano, ça va, merci, et toi? Oui, ça va, souriante. Tu es contente de nous retrouver? Toujours, bon, ça fait plaisir. Toutes les semaines. Et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs que je suis également heureuse de retrouver chaque semaine et heureuse de savoir que chaque semaine, ils sont eux-mêmes contents de nous avoir avec eux. Donc voilà. On espère continuer à être à la hauteur. Et continuez à nous envoyer des emails à zoctv@gmail.com. Continuez. Je transfère souvent, quand je n'oublie pas. Continuez, ça nous permet d'améliorer encore le kiosque, mais voir que nous sommes regardés un petit peu partout, hein, pas seulement Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais ça a vraiment franchi beaucoup de pays. Alors, on va commencer par Israël-Hamas. Pourquoi certaines manifestations pro-Palestine en France sont-elles interdites? Alors, je vais rajouter qu'il y a certaines qui sont autorisées. Alors, Cécile Lonvent, je ne sais pas, vous allez expliquer pourquoi certaines sont interdites et d'autres autorisées. Et nous allons regarder, lorsque vous aurez fini de donner des explications là-dessus, une vidéo qu'on a reçue de quelqu'un qui participait à cette manifestation en France et qui a donné quelques renseignements très intéressants. Alors, Béatrice. Alors, la semaine dernière, on en a parlé. Il y avait eu ce fameux billet, enfin télégramme quasiment, du ministre Darmanin à tous les préfets de France, leur intimant l'ordre de refuser, ou en tout cas en posant le principe que les manifestations pro-palestiniennes étaient en France interdites. Bon. Il y a eu, comme on l'a expliqué la semaine dernière, un référé par lequel le juge a dit « il n'est pas possible d'interdire de façon unilatérale », ce n'est pas d'ailleurs de la compétence du ministre, c'est de la compétence déjà, du préfet, et deux, évidemment, en tant que décision administrative, cette décision peut en plus avoir vocation à être contestée par les personnes qui font la demande. Bon, donc il y a un certain nombre, j'ai pas obligatoirement suivi toutes les manifestations qui avaient été interdites ou celles qui avaient été autorisées. Il y a une volonté, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté quand même qui me semble dangereuse dans un pays démocratique parce que on a vu à travers le monde des manifestations un peu partout se dérouler. Il y a quand même une espèce de volonté de criminaliser le soutien aux civils palestiniens. Bon, il faut quand même le dire. Il y a une volonté de construire un état d'esprit, notamment européen, à l'endroit et sur ce conflit qui est assez nouveau. Entre nous, il y avait quand même, la France en tout cas, avait quand même une vision que l'on peut considérer comme étant une vision plutôt neutre, pas obligatoirement très appréciée d'ailleurs des gouvernements israéliens successifs, parce que plutôt pour l'idée d'ailleurs de deux États, ce qui n'est pas la volonté de tout le monde, plutôt pour la paix, et puis plutôt sensible quand même également à cette cause palestinienne, parce que la France, peut-être aussi avec un peu de remords, sait ce que c'est que la colonisation.
Et on connaît quelque peu les effets. Et il y a eu des manifestations, qu'elles soient d'Afrique ou qu'elles soient des Antilles, qui ont montré aussi ce que pouvaient être les effets sur les populations de l'idée de la colonisation et des faits de la colonisation. Bon. Donc, je dis juste, pour ce qui me concerne, je suis assez, pas étonnée, déçue. Que l'on prenne un cap qui soit un cap qui me semble être un cap antidémocratique. Maintenant, heureusement que le juge était là, a toujours été là pour dire qu'il s'agit pour un préfet d'apprécier le caractère risqué ou pas d'une manifestation, mais je dirais que ce si long vent me dérange un peu parce que, à contrario, les manifestations pro-israéliennes qui peuvent pourtant être limites, défiler avec l'ultra-droite, les fachos, les machins, bon, c'est quand même limite. Bon, ça peut aussi provoquer des troubles à l'ordre public. Ben ça, il n'y a pas un côté systématique ou une interdiction systématique ou une autorisation systématique, mais il y a quand même plus, on a l'impression, un sentiment que, voilà, on nous incite à prendre un cap. Alors, Charles, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, je rejoins ce qu'a dit Béatrice et pour ne pas être redondant, répéter, je vais un petit peu compléter. Alors, effectivement, Israël est considéré comme une démocratie. Et quand il y a des manifestations, elles sont en faveur du peuple palestinien, pas en faveur du Hamas. Le Hamas est un groupe terroriste. Et le peuple palestinien a droit à un État pour vivre en paix. Sauf qu'interdire les manifestations pro-palestiniennes, quelque part, on interdit les manifestations qui sont susceptibles de donner une démocratie en Palestine, puisque ce sont les démocrates, les représentants du Fatah, de l'OLP, en tout cas la diaspora palestinienne, qui a besoin d'un État, ce que le Hamas ne veut pas. Parce qu'il faut comprendre que le Hamas, lui, sa charte, elle, est fondée dans le narratif selon lequel il faut exclure les Juifs, les Israéliens de Palestine. Il faut les mettre à la mer. Et donc le Hamas, les exterminer. Et donc le Hamas, il s'en fout de la vie des Palestiniens. Au contraire, le sang palestinien pour eux... Alors de la vie AVIS, hein? Non, de là, plus loin, VIE. VIE. Ah oui, le Hamas, bien sûr. Le Hamas, le carburant du Hamas, c'est le sang versé des Palestiniens, des personnes qui meurent sous le coup des Israéliens. Et le Hamas, donc, il tire bénéfice de ces massacres-là parce que ça leur donne une sorte de légitimité cruelle et diabolique de dire quelque part que comme les Israéliens font perpétrer des crimes, eh bien leur existence est légitimée. Et donc le Hamas tend un piège à Israël et le Hamas tend un piège à la communauté internationale, y compris les Français, y compris le gouvernement français, qui tombe dedans. Et j'en veux pour preuve que le Hamas, ils ont placé... Alors comment faire? Comment les populations civiles peuvent-elles résister? Ils placent leur j'ai envie de dire, checkpoint ou leur poste de commandement dans les hôpitaux, dans les écoles. Leurs tunnels sortent souvent dans ces lieux-là, hôpitaux, écoles. Leurs groupes électrogènes pour ventiler les tunnels y sont. Et les combattants du Hamas sont vêtus en civil. Donc quand ils tombent, on peut dire très aisément, regardez, les soldats israéliens ont tué des civils. Ils espèrent davantage de morts dans les civils palestiniens parce que ça va choquer les Occidentaux, notamment la population occidentale, ce qu'on appelle communément, j'ai envie de dire, les chaînes de télévision qui diffusent ces informations-là, l'opinion publique. Et puis, le Hamas, il a bénéficié du soutien de l'extrême droite israélienne pendant longtemps parce que les mallettes d'argent qui sortaient de Doha pour arriver dans la bande de Gaza étaient destinées à leur permettre de maintenir une économie sous perfusion avec quelques petits métiers. Enfin, et ces mallettes d'argent-là permettaient au Hamas de survivre pour empêcher que les branches, entre guillemets, de la résistance palestinienne, qui étaient le Fatah et l'OLP, qui étaient officielles et qui étaient destinées à proposer une démocratie en Palestine, eh bien, on étouffait ces branches-là, dans la mesure où l'extrême droite israélienne était occupée tranquillement à coloniser la Cisjordanie, à faire des colonies en Cisjordanie. Donc, il y a deux considérations. La première, c'est que
effectivement, le Hamas, ils sont diaboliques. Et il y a énormément d'Israéliens qui veulent vivre en paix. C'est ça. Et deuxième élément, les civils palestiniens sont les victimes autant de l'armée israélienne que du Hamas. Mais il faut que le gouvernement français s'en rende compte. Et déclarer comme victimes collatérales les enfants et les femmes palestiniennes, c'est aussi criminel que voir le Hamas tuer des victimes civiles israéliennes. Je veux aussi ajouter que ça a toujours été un comportement occidental. Pardon, hein, je ne veux choquer rien du tout. Les gouvernements occidentaux, parce que si la civilisation occidentale a inventé de belles choses, c'est la démocratie, c'est le siècle des Lumières, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire considérer que l'homme est au centre des considérations et pas Dieu, parce que pendant le Moyen-Âge, c'était Dieu qui était au centre des considérations intellectuelles, enfin des considérations, en tout cas, spirituelles. Et là, l'humanisme et la Renaissance remettent donc l'homme au centre des considérations humaines. Et donc, je veux ajouter que la double vérité des gouvernements occidentaux, ça a toujours été de considérer que les démocraties, eh bien, elles étaient bien vécues en Occident. Et peu importe ce que l'on faisait dans les colonies, peu importe ce que l'on faisait sur les anciens continents, les autres continents. J'en veux pour preuve deux exemples. Hein. Le premier exemple, c'est quand au palais de Chaillot, en 1948, il y a eu la Déclaration de l'homme et du citoyen qui a fondé une sorte de droit international de reconnaissance à l'existence des peuples du monde. En 1948. Hein. En 1945, les Français ont donné de la mitraille à Guelma, Kirata et Sétif, a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes à la mitraille. Le général de Gaulle, intellectuel sublime, l'appel du 18 juin, le discours de Bahut, enfin bon, savait ça. Mais comme c'était des Arabes, ce n'est pas grave. Et ensuite, à Madagascar, il y a eu 150 morts français. Eh bien, les soldats français ont tué entre 100 et 110 000 malgaches par répression. En 1947, alors qu'en 1948, on reconnaissait l'existence de chaque nation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cela ne m'étonne pas que le gouvernement français empêche. Alors, il y a encore mieux, ils ont inventé quelque chose, ils laissent se rassembler les personnes sensibles à la cause palestinienne, ils bouclent tout, donc il y a 5-6 000 personnes, ils naissent, et puis après, pour sortir de là, il faut présenter ses papiers, c'est-à-dire que les personnes qui sont irrégulières sont saisies de stupeur. Et puis, on les verbalise de 135 €. Autrement dit, c'est pour des personnes qui sont en général très socialement très limites, eh bien, on leur donne 135 € d'amende de manière à les décourager à revenir dans les manifestations pro-palestiniennes. Et je veux enfin ajouter que le monsieur qui est responsable de ce gouvernement-là, le ministre de l'Intérieur, c'est monsieur Moussa Darmanin. Monsieur Moussa Darmanin, qui est né d'un père algérien. Et je ne comprends pas comment, pour un plat de lentilles, ce monsieur peut-il oublier ses origines. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Jean-Marie. Oui, alors, moi je trouve que quand même cette situation-là est un peu rassurante. Parce que c'est vrai que, bon, il y a des tentations. Je dirais donc il y a eu la tentation d'interdire. Le Conseil d'État a retoqué cette décision-là. Et demain, samedi, il y aura une manifestation qui a été autorisée pro-palestinienne. Et donc les manifestants pourront manifester sans craindre d'être verbalisés. Et ce que ça montre, c'est que l'état de droit est une architecture qui est fragile, mais qui est quand même bien solide et qu'il faut toujours veiller à mettre en place des contre-pouvoirs. Parce que ceux qui ont le pouvoir peuvent être tentés d'en abuser. Et il est toujours important donc, de faire fonctionner les contre-pouvoirs pour limiter cette tendance, je dirais, un peu naturelle des hommes à abuser de leur pouvoir. Donc je trouve que quand même, ça montre que la démocratie française, malgré ses dysfonctionnements, malgré les menaces qui pèsent dessus, continue à fonctionner. On avait entendu aussi un projet qui avait été énoncé même par le président, hein, de pouvoir, en cas d'attentat, de pouvoir, pendant un moment, suspendre les télécommunications.
les communications sur les réseaux sociaux. Là encore, c'était quand même une très très grande menace. Et là, c'est la société civile. Il n'y a pas eu d'intervention judiciaire. C'est la société civile qui lui a fait comprendre que bon, c'était pas possible dans une démocratie, dans la patrie des droits de l'homme, de pouvoir envisager une telle mesure. Donc, je pense que la démocratie française, bon, malgré toutes ces difficultés, survit encore. Et je trouve que c'est quand même très très rassurant. Et puis sur la question donc du conflit israélo-palestinien, je pense que c'est vraiment une épreuve pour l'Occident, parce qu'on est vraiment on est en face là de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que si on peut pas dire que à l'Ukraine, surtout vous avez le droit de vous défendre, mais surtout n'allez pas attaquer la Russie qui vous a agressé. Mais par contre, Israël, oui, Israël peut aller agresser le Hamas et même les civils gazaouis. Mais tout ça, pourquoi ? Parce que Gaza n'a pas la bombe atomique, quoi. Et la bombe atomique qui a été fournie par des Français et par le général de Gaulle à Israël dans les années 60. Donc on est vraiment dans une... C'est très très délicat pour l'exécutif français de pouvoir, et d'ailleurs qui a infléchi beaucoup sa position, puisqu'il milite maintenant pour un cessez-le-feu. Donc c'est une situation qui est vraiment très 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 délicate, dramatique pour les civils gazaouis. Et puis aussi, il faut dire que la France a une part de responsabilité sur ce qui se passe au Moyen-Orient, puisque si, en fait, quand la Palestine était sous mandat anglais, le Liban était sous mandat français, donc et on voit bien que les territoires se parlent, ils sont interconnectés, donc la France moi je pense que c'est quand même difficile pour le président, l'exécutif et le ministre, et on peut comprendre qu'ils puissent balbutier un petit peu comme ça, parce que voilà. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire comme Chirac ? Chirac, à un moment, la guerre d'Irak, il a décidé de ne pas y prendre part. Est-ce qu'il ne pouvait pas rester neutre, le gouvernement français aujourd'hui ? Pourquoi fallait-il s'engager comme ça en la faveur d'Israël ? Enfin, moi, je ne sais pas, je pense que... Mais c'est ce qui est un peu surprenant, c'est-à-dire que la parole française, quand même, qu'elle ait été de gauche ou de droite, a toujours été une parole qui, d'ailleurs, se distinguait, par exemple, de la parole américaine. Dont on disait que les Américains, d'ailleurs, étaient ceux qui finançaient Israël et tout ça. La parole française a toujours été plutôt neutre. Neutre au sens... on conçoit, l'existence de 2 peuples, mais s'il y a des peuples, il faut que ces peuples aient des identités, donc des pays. Des nations, puissent construire leur nation. Donc la France a toujours porté cette idée du double État. Là, cette position qui se rapproche, en tout cas qui dans les débuts, et Olivier l'a bien dit, commence à un peu varier, mais qui dans les débuts a été Gaëlle Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a quand même dit, et elle a été applaudie, elle faisait un discours, on n'est pas obligé de tout aimer lorsqu'on applaudit, mais a quand même dit, la France apporte son soutien inconditionnel. Ben non. Parce que quand on est des pays démocrates, et ça c'est ce qu'il faut expliquer quand même à nos populations, et Olivier a eu raison, et Charles aussi, de répéter que nous sommes quand même dans des États démocratiques. Et être dans un État démocratique, c'est avoir la possibilité, même si on n'est pas toujours content des décisions de justice, mais avoir la possibilité de se remettre à une force qui peut être une force contraire, qui est notamment le droit, l'application du droit et sa lecture, et donc des juges. Et donc aujourd'hui, même dans les affaires internationales, il y a des juges. Et donc il y a des règles de droit international, même en matière de guerre. Pourquoi aujourd'hui Poutine ne sort pas de la Russie, sauf dans certains États où il est sûr de ne pas être extradé? C'est que si jamais il va dans certains États qui appliquent le droit international, ce qui n'est pas le cas de la Chine et de la Corée par exemple, il risque de se faire arrêter et d'être traîné devant les tribunaux pour des crimes de guerre. Aujourd'hui, la France doit porter l'idée aussi que des conflits et le règlement de conflits doivent se faire dans le cadre des règles internationales, du droit international. Et le droit international ne prévoit pas
Ok? Et ça, je le dis avec beaucoup de cynisme. Le droit international ne prévoit pas qu'on fasse verbalement et dans les faits des civils des victimes collatérales. Ça n'existe pas. On ne peut pas sur un périmètre, on répète ce que c'est que Gaza. Gaza, c'est un tiers de la Martinique. Un tiers. C'est-à-dire que vous coupez, vous prenez, c'est globalement l'espace sud. D'accord? C'est ça, Gaza. Sauf qu'il n'y a pas 100 000 personnes, il y en a 2 millions. D'accord? Donc quand c'est comme si vous disiez, tenez, on bombarde Fort-de-France parce que y a des terroristes, mais enfin bon, on a averti un tel et un tel qu'il fallait qu'ils sortent de leur bâtiment, d'accord? Parce que on allait les bombarder. Et vous savez pertinemment qu'un tel ne vont pas pouvoir sortir parce que vous leur interdisez de sortir en fait de Fort-de-France. C'est ça la réalité. Donc, tout ça pour dire, le droit international est de nature, et je pense que ça doit être aujourd'hui la boussole de la France, doit être de nature à venir guider aussi les prises de décision qui ne peuvent pas être que des postures. Et j'ajoute que le droit international, dans le cas de ce conflit-là, n'a jamais été respecté. Il y a plus de 180 résolutions qui ont été prononcées contre Israël, et notamment la résolution 242 qui demande à l'État d'Israël de sortir des territoires occupés. Je rappelle qu'il y a le Golan syrien, qu'il y a le Jérusalem-Est, et puis qu'il y a toutes les colonies en Cisjordanie, et les Israéliens continuent de coloniser. Alors maintenant, comme c'est une démocratie, pardonnez-moi l'ironie, on voit bien que la colonisation est quelque part, et bien à un moment donné, il faut qu'elle s'arrête. Et deuxième élément, j'ai entendu les régimes antidémocratiques, Poutine, Xi Jinping et Erdogan, dire que le siècle qui arrive, ça sera leur siècle. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont miné les relations internationales en ne faisant pas appliquer le droit qu'ils ont eux-mêmes voulu choisir comme règlement des conflits internationaux, tant que ça ne les concerne pas directement eux. On ne fait pas de droit comme cela. Je veux quand même rappeler qu'il y a eu 23 assassinats de chefs d'État africains entre 1970 et aujourd'hui. Il y a eu un seul assassinat de chef d'État européen, c'était Olof Palme, l'opposant à la guerre du Vietnam, avocat du tiers-monde, un seul. Contre 23. Et pour finir, l'intrication des relations entre la France et ces territoires-là, comme disait Olivier, hier ou avant-hier, je crois que c'était la semaine dernière, Amin Malouf, qui est un écrivain franco-libanais, a été intronisé à l'Académie française. Rima Abdul Malak est la ministre de la Culture française. Elle est d'origine libanaise. Elle est arrivée en Martinique, elle est arrivée en France à l'âge de 10 ans, en fuyant la guerre civile libanaise. Et Rafik Hariri, qui était le Premier ministre libanais, était le très grand ami de Jacques Chirac. Et quand Jacques Chirac est parti à la retraite, il a habité pendant plusieurs mois dans l'appartement de Rafik Hariri sur les berges de la Seine. Sans loyer, bien évidemment. Rafik Hariri. Et donc, pour dire, et je ne comprends pas ce renversement des choses, à un moment donné, la France, et notamment Jacques Chirac, ils étaient dans une situation équilibrée. Aujourd'hui, ça ne fait plus sens pour moi. Et paraît-il qu'on n'est plus dans le siècle de la raison. Ce sont les passions qui dominent, et quand il y a passion, eh bien, il y a des déclarations à l'emporte-pièce, notamment quand on raisonne à partir de foi, FOI, non pas que je ne respecte pas les croyants, mais comment peut-on discuter de foi? Eh bien, c'est là deux monothéismes qui s'affrontent et deux extrémismes qui s'affrontent, alors que le monothéisme, je ne connais pas un monothéisme qui déclare qu'il faut tuer l'autre, enfin, en tout cas dans les préceptes religieux, se vivre en paix, etc. Bon. Alors, pour moi, il n'est pas seulement question de foi, il est question aussi d'intérêt économique, géostratégique, et si Israël est soutenu comme ça par les États-Unis, c'est parce qu'il y a des intérêts. Donc très clairement, certains disent que Israël est le flic du Moyen-Orient pour les États-Unis. Donc, et s'ils le soutiennent, et si justement ils ferment les yeux sur les violations du droit international qui globalement permet au gouvernement israélien et aux colons israéliens de miter le territoire cisjordanien comme ils le font là, c'est aussi pas seulement pour des explications de foi, mais aussi pour des intérêts économiques et géostratégiques aussi.
On peut penser aussi que le président français, il est jeune, hein, par rapport à Jacques Chirac, par rapport aux pères Mitterrand, Chirac, Jospin, quand il était Premier ministre. Peut-être que lui, il est tout jeune, il ne connaît pas encore la vie, peut-être. Il n'a pas encore d'expérience. Il s'est rangé, il est revenu à la doctrine qui était la doctrine aussi de Mitterrand, la doctrine des deux États. Il l'a dit. Ce qui pour moi aujourd'hui est une pure utopie. C'est clairement. On dit ça pour faire joli, pour dire voilà. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour. Et certains observateurs pensent qu'il faudrait plutôt créer un seul État avec des droits égaux. Oui, et puis mixte. Enfin, voilà, avec un seul État pour les Palestiniens et Israéliens. Les Israéliens avec une égalité de droits. Et vous pensez que ça peut être faisable, ça? Ça paraît plus faisable que l'inverse, voilà. malheureusement. L'autre solution, Georges Olivier, est clairement difficile à appliquer parce que le territoire est tellement petit il faudrait que ce soit deux États totalement désarmés. J'imagine difficilement Israël accepter d'être désarmé et les Palestiniens ne pourront pas avoir un voisin aussi puissant à côté d'eux sans être armés eux-mêmes. Et on est sur un territoire, enfin je veux dire, Jérusalem Est et Tel Aviv, c'est 80 km. Bon, je veux dire, une arbalète suffit à toucher la cible de l'autre côté. Donc c'est effectivement compliqué, mais quand on a fait les premières émissions sur ce sujet-là, je me rappelle que je te disais, aujourd'hui, l'Ukraine subit les affres de Poutine, et je disais, quid des Palestiniens? On peut aller revoir les émissions. Je disais, quid des Palestiniens? Les Palestiniens qui subissent depuis très très longtemps. Ukrainiens qui ont été d'ailleurs invités à soutenir Israël. Voilà. Étrangement. Voilà. Mais parce que leur principal pourvoyeur d'armes, c'est les États-Unis. Je souhaiterais compléter pour dire à nos amis juifs, j'ai des amis juifs, que je ne suis aucunement antisémite. Et quand j'ai ce genre de propos-là, je sais qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont pacifistes et qui souhaitent que la paix revienne. Et je voudrais dire aussi que tous ceux qui ont des tentations d'actes antisémites affreux, débiles, détestables, d'ailleurs on va en parler, eh bien je condamne le plus fermement, de manière la plus véhémente, ce genre d'attitude-là, parce que là encore, le droit permet à tout un chacun de s'épanouir de manière convenable dans la société française. Alors, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure là, concernant les contraventions, pour ceux qui participaient, on a reçu une vidéo que Grégory va nous montrer maintenant et on regarde. Les amis, il y a une situation ultra grave qui est en train de se passer aujourd'hui, place du Châtelet. Il est presque 19h. On est là, nassé depuis plusieurs heures maintenant. Ils empêchent les gens de sortir, ou sinon c'est sorti avec contrôle d'identité, risque de garde à vue pour certains, il y en a qui se sont fait embarquer, et c'est amende pour tout le monde. Donc faut savoir qu'on était plus de 5000 aujourd'hui place du Châtelet. Imaginez-vous, ils sont en train de mettre 135 € d'amende pour tout le monde. C'est inadmissible. L'opinion publique doit dénoncer ce qui est en train de se passer. L'ensemble des organisations syndicales, politiques, associatives et autres doivent dénoncer ce qui est en train de se passer. C'est inadmissible qu'on sanctionne, qu'on réprime des gens qui apportent leur soutien au peuple palestinien, qui dénoncent un génocide. Voilà, 135 €, hein. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Ça calme. Participation à manifestation illégale. Voilà. Alors, et je tiens à dire, merci de le rappeler, que demain, il y a une manifestation de soutien à la population palestinienne à Fort-de-France. Sur la place de l'enregistrement. Voilà. Elle n'est pas interdite, celle-là. Non, je demande. A priori, non, mais non. Je crois comprendre quand même qu'on n'est pas aussi regardant, d'ailleurs. Précise où c'est la place de l'enregistrement pour les... Oui, c'est en face du centre commercial Périnon et en fait, et devant l'espace Camida aussi. Derrière l'espace Camida aussi. Okay. C'est la rue de la République. L'ancien tribunal qui était là. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, nous allons parler un petit peu de ce qui se passe chez nous. Alfred Montieu, le maire de Robert, démissionne pour des raisons de santé. Quel est votre avis, votre opinion sur ça? J'ai vu que tu as mis beaucoup de choses concernant oui, parce cette que, c'est pas contre toute attente, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai eu à le croiser dans différentes manifestations. J'ai aimé ses prises de position. J'ai eu aussi, d'ailleurs, à le solliciter pour la question des sargasses au moment de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo, pour laquelle il avait organisé réellement un très beau déplacement, très beau parce que très réel
Voilà. Et il est pour moi, c'est un élu, après il a probablement ses détracteurs, mais qui était très dans le réel, très simple. Je vais vous raconter une petite anecdote de la simplicité d'Alfred Monthieu. Je ne mets rien de la complexité politique et tout ça, on n'est pas dans ça, hein, je parle de l'homme. Je me retrouve dans une manifestation, il y a plusieurs élus et à l'époque il est président de l'agglomération de Cap-Nord. Et tous les présidents sont là, des élus sont là, de différents Guadeloupe, Réunion, patati patata. Et ils sont là en train de discuter devant, et puis je ne sais plus quel sujet on aborde, et au final il dit, bon, ben, manque à aller. Il a son petit béret, son petit manteau et tout ça. Et les gars lui disent mais Alfred, pourquoi on ne se verrait pas plus tard pour aller dîner et tout ça. Il dit non, parce que Mani, tu vois la route pour moi fait. Elle le regarde, ah bon, t'es dans quel hôtel? Il dit moi, je suis pas à l'hôtel. J'ai ma carte. Donc il avait sa carte orange, enfin son passe Navigo. Et en fait, il allait en banlieue dormir chez sa fille. Et il dit Ishmoinkar était là, donc faut que les manques à venir m'en peut passer petit bon temps et puis quoi. Et en fait, mais ça a l'air bête, mais j'ai trouvé ça voilà, très simple. Le gars il vient pour des questions, mais l'essentiel pour lui, au-delà, il a fait sa mission politique. Et puis, au moment où ça s'arrête, où le rendez-vous politique est terminé, bah, il passe à une autre chose et c'est sa vie familiale. Et donc, je l'ai vu aussi dans d'autres occasions dire que, voilà, il avait une espèce de conscience des difficultés des gens. J'ai marché, malheureusement, j'ai presque envie de dire malheureusement au Robert avec lui, et j'ai vu à quel point il était compliqué de faire 50 mètres dans les rues du Robert avec Alfred Monthieu parce que tout le monde le connaît et qu'il connaît tout le monde. Je le voyais en train de demander à des gens « Et ta fille, et ton machin ?» Et puis il sortait des prénoms. Bref, je crois que c'est une simplicité qui aura marqué beaucoup de personnes, une accessibilité qui aura marqué beaucoup de personnes. Et donc, je lui souhaite, en mon nom et celui de la Fédération, un prompt rétablissement et une bonne guérison. Quelle fédération? Socialiste de Martinique. Ah, d'accord, on aurait pu penser à autre chose. Voilà. Charles, sur ça? Eh bien, je n'ai pas la chance et le privilège de connaître ce monsieur. Monsieur Monthieu, je vous salue bien bas. Je vous souhaite effectivement du courage, un prompt rétablissement. Je souhaiterais vous dire ma reconnaissance de votre courage politique. Pense que, bon, la maladie, ça ne s'achète pas. Hein. Une maladie, ça n'est pas honteux. Par contre, beaucoup de personnes cachent quand ils sont malades et beaucoup aussi de politiques évitent, bien évidemment, de révéler leur maladie pour continuer d'occuper un poste, même s'ils n'exercent pas la fonction. Je ne vise personne quand je dis ça. Et en cela, on peut effectivement s'incliner devant la décision de M. Monthieu, parce que le secret médical est un droit, mais ses responsabilités de politique sont aussi un devoir. Et quand il s'est senti qu'il n'est plus en mesure d'exercer ces responsabilités-là, eh bien, il cède sa place. Alors, pour moi, c'est un exemple. Et on se souviendra, à un autre niveau, bien évidemment, François Mitterrand, qui dès 81 savait qu'il était malade. En novembre 81, on lui diagnostique un cancer de la prostate. Et il va voir un spécialiste. Alors, il y a M. André Rousselet qui a fait une interview sur France Inter que j'ai eu la chance d'écouter par hasard. Et le médecin, le spécialiste qu'il avait vu, lui avait annoncé sa mort dans l'année. En 81. En 81. Et il a fait 14 ans. Et il a fait 14 ans de présidence, bien évidemment, sans que personne ne sache qu'il était malade. Et c'est un monsieur qui, quand même, avait le bouton nucléaire et qui a été un président. Maintenant, le docteur Gubler, après son décès, s'est affranchi de ses devoirs de réserve en tant que médecin et avait publié un ouvrage. Et là, je ne suis pas d'accord, puisque on demeure quand même avec le secret médical, même après la mort. Mais en cela, je dis bien que M. Monthieu mérite toute mon affection, en tout cas, et je la lui témoigne ce soir. Alors, pour M. Mitterrand, il avait le don du secret. On pense aussi à sa fille Mazarine, qu'il a cachée. Très peu de personnes, en tout cas, savaient. Il n'y avait pas les réseaux. Il n'y avait pas les réseaux, probablement. Il ne s'est pas fait jouer en scooter. Avec un casque. Merci pour ce bon moment, c'est ça? Oui, merci pour ce bon moment. Olivier?
Oui, je trouve que la démarche d'Alfred Monthieu est exemplaire, en effet. Ça va dans la droite ligne de la transparence et puis qu'un homme politique aussi puisse montrer sa vulnérabilité. C'est extrêmement rare, hein, quand même. Et donc, il faut saluer cette démarche-là. Et puis, il faut lui souhaiter une bonne guérison, un prompt rétablissement. Et puis, il faut aussi se rappeler que Alfred Monthieu n'est pas nécessairement... il est arrivé un peu à cette fonction-là, un peu par hasard, puisque c'est à la suite de l'inéligibilité de M. Delépine, quand il a accédé à la fonction de maire, et depuis, il n'a plus quitté cette fonction-là. Et c'était pas quelqu'un qui paraissait, je ne le connais pas non plus personnellement, mais qui paraissait vorace, qui voulait cumuler les postes, les fonctions. Et puis c'est quelqu'un qui était ancré dans son territoire, qui était vrai, qui était authentique dans ses fonctions, parce qu'il est toujours vivant. Mais merci Monsieur Monthieu, et puis je pense que la population du Robert vous est reconnaissante. Alors, M. Monthieu, je l'ai connu, il travaillait à la SACEM à l'époque, et moi, dans le milieu de la musique depuis fort longtemps, donc il venait dans les prestations musicales pour s'occuper et récolter les droits de SACEM des musiciens. Donc, c'est là que je l'ai connu, et c'était quelqu'un de très, très simple. Et il n'a jamais changé au cours des années. C'est quelqu'un qui parlait créole facilement. Qui parle créole. Qui parle créole facilement. Certaines personnes ou ses ennemis disaient qu'ils ne savaient pas parler français. C'est pour ça qu'ils s'exprimaient qu'en créole. Mais moi, je pense que M. Monthieu parlait français correctement. Mais il parle le français. Il parle le créole aussi. Donc, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié pour sa simplicité. Et je rappelle que le Robert est devenu l'une des communes importantes de la Martinique, avec M. Monthieu à sa tête. Il a développé énormément de choses à Robert. Hein. Tu es de Trinité-Gaumont, donc tu connais ça. Le Robert, aujourd'hui, je crois que c'est la 3e commune de l'île. Donc, grâce à lui, malgré tout ce qu'on disait sur lui, il a su montrer qu'il était un homme du peuple. Il est proche de la population robertine. Et c'est vrai, lorsqu'il passe dans les rues, c'est Fred Sauffer, c'est Panisa fait Michel Limet avec les... Non, c'est comme ça. Donc, je te souhaite, Fred, un prompt rétablissement et puis, prends soin de toi. Tu as tenu là-bas pendant fort longtemps. Donc, il aurait pu attendre encore les 3 ans à venir pour manger comme, même s'il ne faisait rien. Mais il a eu l'honnêteté de dire que, ça va. Il laisse tomber. Et ça veut dire aussi, il aime sa commune. Il aime sa commune. Parce que s'il était resté plus longtemps, ça voudrait dire qu'il préfère certaines choses à sa commune. Et ça, je crois, Fred, que le peuple du Gaumont, le peuple du Robert saura te remercier pour ça. Allez, c'est ce que je voulais dire sur lui, parce que vraiment... Et puis, le Robert, il y a beaucoup de musiciens. Paulo Albin, Marius Priam, il fallait Jean-Paul Pognon, donc c'est un endroit où il y avait tout le temps de la musique. Parce que quand j'ai parlé de musique, j'ai vu que tu avais un petit regard en moqueur. Pas du tout. Ah, d'accord, j'ai cru. Parce que je vais te raconter un truc après. Après? Oui. Parce que je peux, mais j'ai fréquenté tes studios. Tu ne le sais pas. Non, je ne sais pas. Mais j'ai posé pour des chanteurs. Voilà. Bon. Ouais. Organize. Jean-Michel. Pas qu'à se bon, très bien. Alors, Emmanuel Macron engage le processus visant à inscrire l'IVG dans la Constitution. Ce combat a commencé, c'est un combat qui a commencé suite aux États-Unis. Les États-Unis, je crois, il y a, comment on dit encore, la plus haute juridiction, la Cour suprême des États-Unis, qui dit le contraire, me semble-t-il. Qui a révoqué. Et qui permet aux femmes aujourd'hui d'être poursuivies si jamais elles pratiquent l'IVG. C'est bien ça. Et l'IVG, ça a 50 ans à peu près. En France. En France, c'est l'ancienne ministre, j'oublie son nom, elle est au Panthéon. Veil, Simone Veil. Madame Veil, c'est grâce à elle.
Alors on commence par toi en tant que femme. Hein. Déjà, c'est grâce à Simone Veil, mais enfin, il faut quand même le dire, c'est aussi grâce aux élus, parce qu'il faut savoir que sa famille politique à l'époque n'avait pas voté favorablement, et donc que c'est les opposants. Famille politique, c'était la droite. C'était la droite. La droite gaulliste. Et sa famille politique avait voté contre, et en fait ce sont les socialistes et les communistes qui ont fait pencher la balance de sorte à ce que le droit, encore une fois, hein, la démocratie, le droit puisse être favorable à ça. Alors je crois qu'il faut sur le droit, encore une fois, dépassionner les choses et regarder quelque part la vie sous le principe de l'égalité, d'une humanité, d'une sensibilité et parfois de faits objectifs, quoi. Le corps des femmes n'est pas une propriété. Voilà. C'est pas une propriété. Le corps d'une femme. Si on parle de propriété, c'est la leur. Non, mais c'est pas une propriété qui doit normalement appartenir au droit. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que considérer que l'on peut décider de ce qu'une femme va devoir faire d'une vie, par exemple, qu'elle n'a pas souhaité, qui pousse en elle, est délicat, parce qu'on rentre finalement dans des questions de morale, de religion souvent. Enfin, c'est beaucoup la religion et l'éthique qui ont guidé tout ça. Alors en 2022, en effet, la Cour suprême américaine a révoqué dans certains États, je crois que c'est le Mississippi, le Texas, la Louisiane, a révoqué une mesure de droit qui rendait légal l'avortement. D'accord ? Ce qui veut dire que la démocratie sur ce point-là, la démocratie ou le droit est très ténu, c'est-à-dire qu'il est fragile. Un jour c'est autorisé, le lendemain ça peut être interdit. Bon. Et le fait de le rentrer dans la Constitution, c'est dire quoi ? C'est dire, parce que c'est une mesure qui a été portée par les socialistes, récupérée aujourd'hui par M. Macron, mais portée par des sénatrices notamment, et qui dit quoi ? Qui dit il ne faut pas que d'un coup de baguette magique on puisse changer cela. On a fait des avancées sociétales, il y a des limites, il y a quand même des cadres, il y a un nombre de semaines maximum au-delà duquel on ne peut pas passer, on ne peut pas avoir accès à l'avortement. Le mettre dans la Constitution, c'est rendre plus difficile, ça ne veut pas dire la rendre impossible, mais c'est rendre plus difficile le retour sur le droit, sur ce droit acquis des femmes, sachant que en Pologne, d'accord, récemment, l'avortement a été de nouveau interdit. Il ne l'était pas, c'était légal, ça a été interdit. En Andorre, c'est interdit. Au Vatican, c'est interdit, mais c'est une théocratie, presque. Donc on peut comprendre qu'au Vatican, bon, voilà. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a, notamment par exemple au Brésil, aux États-Unis, des forts reculs des droits des femmes dans ces pays-là, et qu'il faut être vigilant, et que les féministes dont je suis seront toujours vigilantes au recul de leurs droits. Parce que être féministe, c'est surtout lutter pour les droits des femmes, celui-ci en fait partie. Et je tiens à dire que le fait d'aimer la vie, les enfants, tout ça, n'a rien à voir là-dedans. La réalité, c'est que il y a des millions de femmes qui, sur cette planète, meurent en faisant usage d'avortements illégaux. Il y a des millions de femmes qui, dans des pays, ou des milliers en tout cas, dans des pays où l'avortement est refusé, se retrouvent contraintes de porter une grossesse, par exemple, qu'elles n'ont pas désirée, parce que le fait de viol, parce que le fait d'inceste, parce que plein de raisons. Aujourd'hui, par exemple, en Andorre, vous avez été violée par un membre de votre famille, votre père, votre frère, un inconnu. Vous avez subi des sévices, vous avez été battu, c'est pendant un acte très violent. Vous n'avez pas la possibilité d'avorter. Voilà. Et donc, toutes ces femmes, en général, du coup, vont dans des pays de frontaliers, France ou... Belgique. Belgique, ils ne sont pas obligatoirement plus... Bref, si, quoique le cadre d'avortement en Belgique est l'un des meilleurs, c'est vrai, pardon. Mais en tout cas, vu que c'est l'Andorre, Espagne, Portugal, France, c'est les pays frontaliers, mais vont ailleurs pour avorter.
Mais je crois qu'il faut être vigilant et que c'est plutôt une bonne chose que de dire le corps des femmes ne peut pas être non plus l'objet d'une législation qui pourrait facilement être changée. Charles, est-ce que Emmanuel Macron fait ça maintenant parce que peut-être qu'il n'aura plus la majorité plus tard pour la faire? Soit lui, soit peut-être le suivant. Est-ce que c'est pas parce qu'en ce moment il a suffisamment de voix pour faire quelque chose comme ça? Parce qu'il y a des gens qui sont contre. Hein. Oui. En France aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont contre ça. Oui. Bon, je pense très sincèrement que Emmanuel Macron est jeune pour le coup et se rend compte de la nécessité de permettre aux femmes de décider pour leur vie. Et je crois aussi que son épouse, Brigitte Macron, qui est une intellectuelle reconnue et qui a sans doute une conscientisation de cette problématique-là assez forte, l'aide à réfléchir. Maintenant, Béatrice a très très bien expliqué les choses, mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Ce que je pourrais dire en complément, c'est que il y a effectivement un nombre de semaines. Je crois que c'est maintenant 14 semaines, je ne sais plus, entre 12 et 14 semaines. Mais il faut comprendre que l'embryon, c'est vraiment le stade le plus précoce qu'on a, qui est en voie de développement sous forme d'œuf, hein, dans le ventre de la femme, et que le fœtus, c'est le produit renfermé dans l'utérus qui a un caractère qui tient déjà des caractères distinctifs de l'espèce. Et donc, si l'embryon peut être supprimé, vraiment c'est le tout début de la fécondation, il y a des paravents, enfin des précautions qui préservent le fœtus, c'est-à-dire ce qu'on considère comme ayant des traits distinctifs, c'est-à-dire des bras, enfin une tête, des yeux formés et tout. Donc les sages qui décident de ce genre de choses-là, et Béatrice disait fort justement que ce sont des considérations qui sont très complexes, parce que en général la loi elle est véhiculée par tout un corpus, j'ai envie de dire, de naissance à l'existence, qui compte la nature, qui compte la religion. Et avec la nature et la religion, il y a aussi des données sociologiques, psychologiques, philosophiques, anthropologiques, c'est-à-dire l'étude de l'homme en tant que tel, civilisationnelles. Et tout ça fait que les sages qui se réunissent pour réfléchir beaucoup sur ces questions-là ne prennent pas de décision à la légère. Et les deux exemples que Béatrice a donnés à l'instant concernant le traitement d'une grossesse non désirée consécutivement à un viol ou à un inceste, s'il n'y a pas un traitement adéquat, eh bien c'est condamner cette personne à un esclavage toute sa vie. Il y a aussi des enfants, de la maltraitance. Absolument. Et puis il y a aussi des avortements, des IVG qui sont thérapeutiques. Quoi faire si l'embryon, on décèle déjà des malformations qui sont très difficiles à surmonter, avec des difficultés à venir insondable pour les futurs parents. Je crois que nécessairement on doit aussi se reposer sur les sages et sur les personnes qui se penchent sur l'éthique et sur ces questions-là pour leur permettre de réfléchir et de nous donner une aide quant à la prise de décision. Je crois que le politique doit rester celui qui décide, parce qu'on est en démocratie, mais que le politique, il n'est souvent pas un sachant. Et quand un sachant est clair, eh bien, en général, on peut s'appuyer sur ses lumières. Bien. Olivier, puis aussi compléter peut-être en disant si c'est facile finalement de changer la Constitution. Non, c'est pas facile, mais je pense qu'alors Emmanuel Macron, sa femme sont très très concernés par les menaces qui pèsent sur ce droit-là, donc notamment aux États-Unis, dans d'autres pays, en Europe, en Pologne. Mais je pense aussi que c'est peut-être un bon coup politique, parce que c'est un bon coup pour pouvoir générer du consensus
là où ce gouvernement-là a du mal à faire passer ses projets de loi sans utiliser le 49.3. Et donc, en sachant que 86% des Français sont favorables à l'IVG et qu'il n'y a pas, contrairement aux États-Unis ou en Pologne, de menace. C'est-à-dire, il n'y a aucun groupe politique aujourd'hui qui pourrait prendre le pouvoir demain, qui a dans son programme politique donc, de supprimer ce droit-là. Donc, il n'y a pas vraiment d'urgence, selon moi. Hein. Mais je pense que ça permet aussi à Emmanuel Macron de laisser une trace de ses quinquennats. François Hollande avait laissé donc le mariage pour tous. François Mitterrand à l'abolition de la peine de mort. Vous voyez, donc je pense que ça permet aussi. Et donc non, c'est très difficile de pouvoir réviser la Constitution puisque c'est soit par référendum, soit par réunion donc du Congrès et obtention des 3/5, d'une majorité des 3/5. Donc le Congrès, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale réunis. Donc c'est très très difficile, mais sur ce sujet-là, visiblement aujourd'hui, la classe politique, la société française est plutôt d'accord pour renforcer ce droit-là. Alors, si c'est difficile de changer la Constitution, comment va-t-on faire pour changer la Constitution pour permettre aux Antilles d'obtenir certaines choses on a obtenu que dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie semble avoir déjà obtenu, que la Corse doit obtenir tantôt. Comment on fera pour nous? Parce qu'on n'est pas dedans, semble-t-il. Moi, je crois... Alors, la Nouvelle-Calédonie d'abord, hein, parce que le changement des institutions va concerner directement la Nouvelle-Calédonie. Et le statu quo est impossible. Le statu quo, aujourd'hui, institutionnellement, il est impossible. Il y a eu des évolutions institutionnelles. Hein. Il y a eu la départementalisation en 1946 pour nous. Il y a eu la décentralisation en 1981. Il y a eu... Gaston Defferre. Voilà, la loi Defferre. Et puis, il y a eu la mise en place de la CTM avec l'Assemblée unique. Mais on est corseté dans des lois qui sont décidées là-bas. Et les compétences ne sont pas des pouvoirs normatifs autonomes des locaux. La compétence de voter un plan local d'urbanisme, la compétence de délivrer un permis de construire, ça se fait par le maire. Mais qui, du point de vue de la loi fondamentale, décide de ce qu'il y aura dans la compétence? Ben, c'est l'État. Or, on voit bien qu'il y a un éloignement du point de vue de ce qu'on a comme besoin d'aménagement sur un territoire comme le nôtre avec le territoire français. Aujourd'hui, on a la... Comment ça s'appelle la règle qui stipule que on est en période d'hiver et qu'on ne peut pas faire partir un mauvais... Les expulsions. Les expulsions, un mauvais locataire. Non pas que je sois favorable aux expulsions à tout chambre. Mais on voit bien qu'en hiver en Martinique, ça sonne chaud. Donc, il y a nécessairement... Alors, comment tu me dis... ça s'applique. Et pourtant, ça s'applique en Martinique. Comment me dis-tu? Eh bien, un jour, on fera une émission et on viendra et on expliquera. Parce que ça sera à coup d'explication. Et je suis désolé, pardonne-moi, parce que tu poses la question, tu me regardais. On a une voiture ici autour de la table. Chacun a un véhicule. Hein. Savez-vous que la voiture tue? Ouais. Et imaginez-vous un instant qu'on supprime la voiture. Je veux dire par là qu'il y a des hommes politiques qui ont fait de mauvais choix. Il y a des hommes politiques qui... je ne vais pas revenir sur SMTVD, mais il y a des hommes politiques qui ont fait des erreurs. Et à chaque fois... et puis, il y a effectivement, les routes ne sont peut-être pas suffisamment entretenues, qu'on n'élague pas suffisamment les arbres pour empêcher que ceux-ci ne cassent les lignes électriques. Bon, effectivement, il y a peut-être mieux à faire. Mais un homme politique... ce n'est quand même pas celui qui va se contenter de balayer les rues. Il faut qu'il aille un petit peu plus loin, il faut qu'il ait une vision, il faut qu'il essaie de construire une lecture d'un vivre ensemble, d'une communauté de destin, autour d'une volonté que je crois pouvoir afficher comme étant celle d'agréger
des prises de conscience et puis des nécessités de décision qui doivent être locales. Mais ça sera notre rôle à nous d'essayer de convaincre la population en disant que ce n'est pas parce qu'il y a des hommes politiques qui se sont trompés que ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas proposer des choses qui sont légitimes. Bien. Béatrice. Et puis, il faudra aussi expliquer ce qu'on peut changer sans changer la Constitution. Parce qu'il y a ça aussi. Parce que si on nous fait croire qu'il faut absolument changer la Constitution pour avoir quelque chose, on risque d'attendre longtemps. Je le dis, aujourd'hui, alors tu donnes là des bribes de vision, mais enfin, on n'emportera pas la population sur... en l'occurrence, on a dit, c'est changement constitutionnel. Outre là, le référendum, c'est aussi la volonté d'ailleurs du questionnement par l'État. Parce que si l'État ne veut pas poser la question, il n'y a pas de référendum. C'est clair. Donc, si l'État n'est pas d'accord avec une demande qui peut être faite, pas ni demande, pas ni référendum, pas ni modification. Ça, c'est vrai. Et donc, pour ce n'est emporter... même pas un référendum, c'est une consultation. Une consultation. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Bon. La réalité, je pense que pour emporter de toute façon les populations dans une vision qui serait celle de la modification, de l'évolution institutionnelle ou constitutionnelle. La semaine dernière, on en a parlé. On a parlé de la différence. Si vous n'avez pas suivi, puisque Mano m'a dit qu'il ne faut pas que je revienne sur les vieux trucs, il faut regarder l'émission de la semaine dernière. On l'a diffusé beaucoup. Oui. donc toute Moonway, mais sinon, il y a les replays quand même qui sont encore disponibles. Voilà. Il faut quand même arriver à définir ce que pourrait être la Martinique avec des pouvoirs, notamment législatifs, parce que c'est beaucoup ça la demande. C'est pas avoir encore une nouvelle structure et tout ça. C'est de dire il y a du droit qui doit être adapté chez nous. Alors par exemple, c'est ce qu'on appelle les lois créoles. Loi pays, les lois pas pays. Oui et non. Non, c'est le droit de légiférer. C'est-à-dire que quand vous avez le droit de légiférer, votre droit s'inscrit dans... vous allez sur Légifrance, votre droit est inscrit dans la législation française. Okay. Il y a un nom d'article, un numéro qui correspond à ce que vous avez pu créer localement. Bon. Même si, pour ce qui me concerne, d'ailleurs, je suis plus pour un droit particulier, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il serait beaucoup plus cohérent de faire un peu comme la Polynésie, c'est-à-dire d'avoir presque un code qui soit le code, qu'il soit un code martiniquais, par exemple, de l'application du droit, parce que ça serait plus lisible. Il y a trop d'occasions où l'application du droit français, comme là, par exemple, alors même si peut-être que ça a du sens de décider d'une trêve, mais enfin, appeler en Martinique ça la trêve hivernale, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il y a nécessité de faire une trêve pendant laquelle on peut pas, par exemple, sortir les gens d'un appartement ou d'une maison qu'ils habitent illégalement. Pendant la période cyclonique, par exemple. Par exemple, ça pourrait être ça. Bon. Pour autant, il y a un intérêt, je crois qu'il faut quand même dire aux gens, et peut-être que Charles, tu me permettras de spécifier, ce n'est pas parce qu'on considère que ramasser, par exemple, les VHU est important parce qu'on a un VHU devant chez soi, que ce n'est que ça que la collectivité doit faire. En fait, une collectivité a vocation, moi ce que je lui demande justement, et ce que tout le monde devrait demander, c'est qu'elle puisse faire plein de choses en même temps. Plein de choses en même temps. Là où qu'attendent les moulons qui disent ah ouais, pas n'y a rien pour faire, pas n'y a rien pour. Mais si, ils sont là aussi pour réfléchir. Ils sont là pour penser à la culture. Ils sont là. C'est ça, les élus, ils doivent penser à tout. Ils aillent chercher, et ben, faut que nous exiger au travail en lot. Parce que de toute façon, en plus, on les indemnise pour ça. Mais on leur fait confiance pour réfléchir à différents sujets de la société. Et moi, je pense qu'il y a des sujets, en effet, sur lesquels on va devoir m'apporter des réponses. Parce que moi, je vais poser des questions. Et d'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec le président Letchimy la semaine prochaine. Je vous le dis, donc je ferai peut-être un petit retour de ce qui se sera dit. Mais mes questions seront, par exemple, comment aujourd'hui, vous, si vous avez le pouvoir de le faire, vous allez régler la question, en effet, du logement en Martinique, qui devient inaccessible à nos jeunes. Inaccessible. C'est pire en Guyane. C'est pire en Guyane. Aujourd'hui, la Guyane, en termes de loyer, est juste après Paris. Vous vous rendez compte ? C'est ça, la réalité. Mais en Martinique, l'achat, l'acquisition, le parc public
donc HLM, est inaccessible à un couple de jeunes cadres. Et jeunes cadres à 1600, 1700 euros. Vous avez fini de faire vos études, vous trouvez un travail en Martinique, mais vous n'avez pas obligatoirement de gros revenus. Vous ne pouvez pas accéder au parc des HLM parce que vous êtes trop riche. Et vous allez avoir des difficultés à accéder au parc privé parce que vous êtes trop pauvre. Et pire, je vais lui poser la question, comment se fait-il que nos élus acceptent encore que l'argent soit plus cher ici? Comment se fait-il que ça fasse 40 ans que les banques s'engraissent en nous faisant des taux d'intérêt parfois de 1 à 2 points supérieurs à ceux qu'on peut trouver en France? Voilà, moi, la question que je vais poser. C'est donnez-nous des indices sur, là, en tout cas, ceux qui vont demander. Vous êtes là, vous êtes à la manœuvre, peut-être que demain, il y en a d'autres qui prendront le relais, mais donnez-nous les indices sur la Martinique rêvée de demain. C'est quoi la Martinique à laquelle vous rêvez? Et c'est quoi les marges de manœuvre et les leviers que vous voulez obtenir? Est-ce que on va rester tout le temps dans l'espèce de superficiel en disant nous avons besoin de plus de pouvoir et tout ça, sans jamais dire précisément ce sur quoi nous avons résolument envie d'agir? Bien. Olivier, comment tu analyses tout ça? Alors, moi, je pense qu'on parle de la réforme constitutionnelle, hein, de la réforme statutaire aussi. Je pense que, ça c'est ma conviction profonde, hein, ou ma croyance, on ne va rien réussir si on n'embarque pas la population avec nous. C'est-à-dire, penser que des sachants vont venir dire voici les pouvoirs que nous voulons et sans demander à la population quelle Martinique vous voulez, à quoi sert la communauté martiniquaise, à quoi sert le territoire martiniquais pour les Martiniquais, mais aussi pour le reste du monde, pour la Caraïbe, pour la France, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour la diaspora des Martiniquais qui est répartie sur l'ensemble du globe. Donc, il faut vraiment qu'on fasse une démarche de fond qui soit participative et qui soit prospective. Si on ne s'attache pas à ce chantier-là, qui est un chantier qui est très difficile, et qui va durer longtemps, et qui est complexe. Mais si on pense qu'en réunissant quelques juristes, on va construire la Martinique de demain et qu'on va entraîner la population, on se trompe complètement, quoi. Et on va laisser la porte ouverte à l'exploitation de toutes les phobies, toutes les peurs, tous les fantasmes. Et je vous dis, donc, s'il doit y avoir une consultation, il faut qu'on prenne le temps. Je suis désolé, il n'y a pas d'urgence. C'est pas dans les 6 mois, les 1 an. Allons prendre 2, 3, 4, 5 ans. Puis allons dépasser l'horizon du mandat pour pouvoir faire quelque chose de durable, de pérenne, qui va servir à nos enfants. Malheureusement, bon, je n'y crois pas beaucoup. Ah non, mais je rebondis. Effectivement, il n'y a pas d'urgence. Effectivement, il faudra convaincre, parce que le président Letchimy dit toujours que rien ne se fera dans le dos de la population. Et qu'il veut qu'il y ait une consultation populaire. Mais cette consultation populaire, comme tu le disais fort justement, eh bien, elle se fera une fois que la population sera informée. Et cette information-là, elle ne viendra pas dans les 6 mois. Impliquée. Elle ne se fera pas en 6 mois ou 1 an. Elle se fera au fil des réunions avec la population, de manière à savoir ce qu'elle désire, de manière à savoir quelles sont ses aspirations. Quand on parle de choses qui sont de l'ordre du modèle économique, peut-on continuer de vivre avec une situation qui installe des personnes en quasi-monopole et puis en consommant des choses qui sont importées? Peut-on vivre en ignorant qu'on a un bassin caribéen et qu'on a une métropole, je dis exprès métropole, hein, métropolis qui s'appelle Miami et qui n'est pas du tout Paris parce que c'est beaucoup plus proche de nous et que c'est une ville cosmopolite où on parle 137 langues si je ne m'abuse, et alors que le versant géographique de la Martinique nous amène plutôt à nous intéresser à ces territoires-là. Peut-on continuer à penser que la Martinique ne va pas chercher à avoir, en tout cas, une autonomie alimentaire avec possibilité de voir l'agriculture être mutée et ne plus s'arc-bouter sur la sacro-sainte exploitation de la banane, alors que, et puis que le POSEI est concentré uniquement dans la main des mêmes planteurs
planteurs, 190 000 tonnes si je ne m'abuse, alors qu'on leur verse pour 250 000 tonnes, alors qu'ils ne produisent que 190 000 tonnes. Le surplus restant pour eux, parce qu'ils sont majoritaires, tout simplement parce que ce POSEI-là, il est couplé sur le tonnage et non pas sur la nature de la production. Est-il possible d'imaginer que les petits producteurs ne s'organisent pas en association ou en regroupement, en fédération, de manière à être des interlocuteurs propices à pouvoir entamer une discussion avec l'Europe, avec l'État et avec la CTM? Ce sont des questions auxquelles on réfléchit. Alors, on ne réfléchit pas seul, on est assisté... il y a M. Soukramayen, il y a Mme Karine David, mais il y aura bien évidemment, à un moment donné, une fois que la chose aura mûri, il y aura bien évidemment la nécessité d'aller à la rencontre de la population pour lui dire, voilà, quelles sont vos aspirations, quels sont vos désirs, comment imaginez-vous l'avenir, le devenir, et puis voilà les éventuelles possibilités. Alors si on nous dit, non, il faut que ça reste en France, mais on se taira. Si on nous dit que la géographie... Charles, la difficulté que nous avons, c'est qu'on est dans le même schéma. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans une démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on a délégué donc, aux élus un pouvoir. D'accord? Mais l'idée, c'est toujours de dire, les élus vont travailler, vont réfléchir ensemble, et puis après, on va aller voir la population. Mais non, il faut que la population soit associée déjà à ce stade-là de vos réflexions. Mais la population... Attends. Il faut qu'elle soit associée à ce stade-là. Parce qu'on ne peut pas... après, vous aurez toujours un soupçon qui va peser sur vous de dire, bon, il y aura venu nous, mais bon, il y a réfléchi, il y a cabéché ensemble, il y a décidé, bon, il y aura nous... Il y a fait rôle, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut, dès le départ de la réflexion, associer la population. Et puis, il faut aussi... éviter vraiment la technocratie. C'est-à-dire qu'il faut revenir au fondement. On parlait de M. Montieu, qui est ancré dans sa population. C'est-à-dire qu'il faut redonner du sens à ce que nous faisons ensemble, à ce que nous sommes ensemble. Et donc, tout ce que tu as cité là, ce sont des éléments très importants, mais ce sont des éléments techniques. Derrière, il faut pouvoir, en fait, compte, sortir le sens. Pourquoi c'est important? Et derrière tout ça, il y a la question des valeurs. Quelles sont les valeurs qui nous fédèrent, nous, communauté martiniquaise? On a vu que, à l'occasion de la crise du Covid, la crise sanitaire, la question de la vaccination, on était extrêmement divisés. Et qu'on n'avait pas les codes pour pouvoir discuter entre nous, sans créer de fractures durables. Donc, il faut déjà qu'on puisse déjà mettre en place des structures où on puisse discuter, échanger. Alors, à l'approche des élections ou post-élection, tu vas dans les communes et tu fais des... J'ai envie de dire, tu reçois la population. La population hors politique, j'ai envie de dire. Hors élection. Oui. Comment ces gens-là voient ça? Je voulais répondre, Olivier. Oui, tu vas répondre. Mais parce que souvent, tu es venu ici nous présenter des gens que tu as rencontrés à Trinité, dans certaines villes. Oui, au Marin, François. Ces gens-là, comment ils voient l'activité politique en Martinique? Et est-ce qu'ils se sentent suffisamment associés aux décisions prises en Martinique? Alors, il y a une soif, mais vraiment très, très grande. Alors, je ne dirais pas de toute la population, mais d'une partie de la population, de ne pas anticiper, de faire entendre sa voix, justement, d'être associé au dessein de l'avenir du pays. Il y a vraiment cette soif-là, mais c'est une révolution qu'il faut réaliser. C'est vraiment quelque chose de... C'est là que je dis que c'est un chantier gigantesque, qui ne va pas se faire tout de suite, mais il faut au moins prendre cette direction-là. Donc les gens ne veulent pas anticiper, ils veulent imaginer ensemble l'avenir de la Martinique. Et la volonté, Charles, que tu dis, que tu exposes, tu dis oui, il faut que nous, on puisse pouvoir prévoir, donc de disposer d'un pouvoir normatif, pouvoir établir nos propres normes. Mais il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il faut aussi reconnaître aux citoyens la capacité de produire du droit. C'est-à-dire, c'est pas monsieur Soukramayen, il est très important, Donc, il y a beaucoup de constitutionnalistes, tout ça, là. Mais il faut aussi reconnaître la capacité du citoyen à produire du droit. Ça, c'est ça, la démocratie. Et à donner des idées. Mais bien sûr, et il faut aller jusque-là. Il faut oser ça. Et moi, je vous invite, vous êtes des acteurs politiques,
à oser au moins expérimenter ces pistes-là? Alors, 3 éléments. Premier élément, Olivier sait que puisqu'on est en plein congrès des élus, Olivier sait que dans la première partie, ce qu'on a appelé le diagnostic, il y a eu des rencontres citoyennes qui ont été organisées. Il y a eu des élus de la collectivité, que ce soit les conseillers exécutifs ou les conseillers à l'Assemblée, qui sont allés à la rencontre des populations, notamment parce que Olivier a organisé des rencontres sur certains thèmes. Les populations, j'ai eu l'occasion d'aller au Lamentin, moi, je ne suis pas allé à beaucoup de manifestations, mais je suis venu au Lamentin, et la population a participé, a posé des questions, a émis des idées. Je crois même qu'il y a eu 600 ou 700 personnes que tu as comptabilisées comme étant des participants qui se sont exprimés, même s'il y a eu peut-être le double ou le triple en tant que président. Et donc, dans cette première phase de diagnostic-là, il y a eu la rencontre des socioprofessionnels. Catherine Conconne, la sénatrice, a été présidente donc, de cette partie du travail-là. Elle a auditionné plus de 120 ou 130 personnes. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait la représentation des médecins, il y avait des pharmaciens, il y avait des associations, il y avait d'anciens politiques. Enfin, tout ça là, c'est l'élite pour l'instant. Et la population qui a été organisée, avec les rencontres citoyennes qui ont été organisées, ce ne sont pas des élites. Okay. Et puis, il y a aussi eu des jeunes qui sont, lors des manifestations sportives, que ce soit les tours d'éole, que ce soit le tour cycliste, que ce soit les manifestations sportives à l'occasion de rencontres importantes, il y a eu des jeunes qui se sont munis de questionnaires, qui sont allés à la rencontre de la population, qui leur ont posé des questions, qui ont remis des fiches. Ces fiches ont été traitées par l'administration territoriale pour faire des synthèses. Et ça, c'est la première phase diagnostique. Ensuite, il y a une deuxième phase qu'on a appelée la phase préconisation. Donc là, ce sont effectivement, avec la base qui a été donnée par les consultations, il y a eu une phase préconisation animée par Alexandre Ventadour. Cette phase préconisation a, en fonction des données qui avaient été faites par le diagnostic, a lu et vu le champ des possibles. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire c'est ce qu'on veut. Le champ des possibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en fonction de ce que la population et de ce que les experts ont dit. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas changer parce qu'on peut améliorer? Et puis qu'est-ce qu'on doit changer parce que dans la situation actuelle, dans l'état des choses, il faut absolument améliorer les choses. Okay? Il y a même une proposition qui a été faite. Puis-je dire de qui? Du bâtonnier, qui disait qu'il fallait changer les règles concernant la garde à vue et concernant le droit, etc. On lui a dit que non, ça n'était pas possible, parce que ça, c'était du pouvoir régalien. C'était du pouvoir régalien, qu'il n'y avait pas possibilité d'imaginer ça. Pour vous dire que les préconisations qui ont été faites sont allées très loin. Et puis là, on est en pleine phase de réflexion sur les propositions à faire, sans ignorer qu'il y aura de toutes les façons, parce qu'on est parti sur effectivement plusieurs années, il y aura de toutes les façons à revenir auprès de la population pour dire voilà ce que l'État et ce que le gouvernement, ce que Béatrice disait est fondamental. Ce que le gouvernement est capable d'accepter du point de vue des propositions, mais le piège suprême, c'est quoi? C'est que la question qui sera posée par le gouvernement est peut-être mal posée. Ou elle peut être posée de manière suffisamment absconse, pardonnez-moi, compliquée, obscure, elle peut être posée de manière suffisamment obscure pour que la population ne se retrouve pas et ne comprenne pas comment répondre à une question qui est mal formulée. Et donc, je veux dire, j'entends Olivier quand il dit ça, mais je veux dire, le travail est gigantesque et de toutes les façons, pour qu'on arrive à ce travail-là, enfin, quand on discute avec Serge Letchimy, il est passionné. Et il donne des exemples, et il expose. Ce matin, j'étais avec lui, je lui disais, mais il me dit, ouais, mais tu comprends, dégager les routes, bon, est-ce qu'un politique doit s'arrêter uniquement à ça? Ce que la population voit. Mais non, absolument pas. Il faut qu'on aille dans la prospective de ce dont tu parlais. Cette prospective-là, vous savez comment je l'imagine? Il faut que ça devienne une seconde nature du citoyen. C'est-à-dire qu'il se rende compte que la Martinique qu'on veut bâtir, eh bien, ce soit ça, la Martinique qu'il s'est appropriée lui-même. Et pour qu'il soit
dans une sorte de réflexe pavlovien, c'est-à-dire l'habitude de penser comme cela. Il faut qu'on en parle tout le temps. Et si vous voulez bien, un jour, à l'occasion d'une émission, on va en débattre de manière à voir comment imaginer la Martinique du futur, qui ne soit pas une Martinique axée sur l'Europe, qui ne soit pas une Martinique axée sur la consommation de produits européens, qui ne soit pas une Martinique axée sur la consommation... Enfin, excusez-moi, je n'aime pas le riz et les pâtes. Mais il y a quelqu'un qui me dit tout le temps, ah ouais, on est l'argent parce qu'on arrive à payer un kilo yam mais 8 €. Pas ni le monde qui ça fait ça. Eh bien, il faut que ce kilo d'igname là, son prix soit divisé par 3 ou par 4. Comment faire? Eh bien, il faut mécaniser. Et comment faire? Eh bien, il faut trouver les terrains mécanisables qui permettent de faire diminuer le kilo d'igname ou de dachine par 4. Et comment faire? Eh bien, peut-être qu'il faut aller voir les gens qui ont les terres et imaginer une réforme agraire. Et comment faire? Eh bien, ce n'est certainement pas la Constitution française qui va le permettre, parce qu'on va nous dire que c'est anticonstitutionnel. Alors, Charles, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là. Il faut laisser Béatrice répondre quand même, parce que je la trouve bien silencieuse, ça cache quelque chose. Et l'idée, l'idée, c'est de dire, donc, en termes de relations et de participation citoyenne, c'est de passer de la logique de consultation, d'information, peut-être de concertation, à une véritable logique de co-construction. Ça veut dire vraiment un partage du pouvoir. Et c'est là que je dis que tout ce qui a été fait va dans le bon sens. Et j'encourage donc tous les acteurs politiques à aller plus loin, à être beaucoup plus ambitieux et à aller plus loin dans la co-construction. Mais pas que ça reste un mot, que ça reste, en fait, qu'on se traduise par des processus. Dis le mot. La démocratie participative. Jusqu'à quelle échelle? Jusqu'à quelle échelle? Je parle de co-construction. Ben, je parle de partage de décisions. Je parle de partage de décisions qui ne se réduit pas à répondre à oui ou à non, ou non à une question qu'on ne va même pas maîtriser. C'est ce que je dis. Je crois que, oui, tu as la parole, mais je crois que la dernière consultation n'était pas très claire pour les Martiniquais. Je crois, concernant est-ce qu'on faisait une seule assemblée ou c'était 2 assemblées. Enfin bon, ça a été assez ambigu pour les gens. Non, mais globalement, les gens, ce qui a été vendu, et là, du coup, ça avait été vendu comme ça. Ce qui avait été vendu, c'était l'idée quand même d'avoir un instrument institutionnel qui allait être plus efficace, qui allait être plus proche des gens, qui allait machin. Bon, c'est pas obligatoirement le cas. Voilà, ça prend un peu de temps, en tout cas, pour le devenir. Donc, c'est pas obligatoirement probant. Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai participé à un atelier avec Olivier, évidemment. Ce qui est génial, de toute façon, c'est toujours génial, c'est de se retrouver dans des espaces qui sont des espaces où toutes sortes de barrières tombent, où on ne sait pas d'ailleurs qui est-ce qui est à côté de nous, quel est ce que la personne fait et tout ça, sauf quand on lui adresse la parole, ce que je fais avec une grande facilité et tout ça, mais ce que eux aussi finalement conduisent les personnes qui participent à faire, c'est-à-dire à échanger entre eux, à se renifler un peu, quoi, hein, on dira. Mais la réalité, elle est crue, elle est mauvaise, elle est cruelle, au-delà de tout ce que tu dis, Charles, et malheureusement, c'est un peu à chaque fois la tarte à la crème. C'est-à-dire que dès qu'on parle de co-construction, de démocratie participative et tout ça, tout le monde a son petit épisode de démocratie. Et du coup, tout le monde lève les mains pour dire « Mais non, mais moi je l'ai fait !» Mais attendez, mais j'ai consulté tout le monde. Vous rigolez ou quoi? J'ai fait un truc super open. Bon, et donc sur 340 000 personnes, il nous explique qu'il y a peut-être 600 personnes qui ont super grave participé à des... Bon, c'est pas assez en fait. C'est-à-dire que... Mais en fait, ce que Olivier nous explique et ce que des ouvrages nous expliquent des spécialistes, on a la chance d'avoir un spécialiste, donc bon, de ces questions-là, c'est qu'en fait, il faut avoir l'ambition de vouloir le faire. Il faut y mettre les moyens. Ça a un coût, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. La révolution, elle est dans les moyens qu'on aura envie de mettre en œuvre pour faire en sorte que les Martiniquaises et les Martiniquais participent de cette co-construction d'un idéal martiniquais. Et tant qu'on ne saura pas, et tant qu'on considérera d'ailleurs qu'il n'y a que les cabinets de France qui peuvent nous guider, que l'on n'a pas peur de payer. Parce que ça fait plusieurs fois, mais j'espère que Charles, un jour, me donnera le prix par an
Tu l'as déjà demandé? Oui, j'ai déjà dit ça ici. Que j'aimerais avoir le montant total des AMO de France que nous payons en Martinique sur différents types de sujets. Mais c'est pas grave. C'est pas moi qui laisse les manches. Ah, moi, demandez Didier. C'est Didier Laguerre qui est à la commission finance. Il doit avoir l'information. Mais ce que je veux dire, c'est que le coût que l'on dépense pour avoir l'information des autres. Attends, pardon, les recueils sont à la portée de tout le monde. Ça? Non, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'écrire et même de se déplacer. Ça a un coût. La démocratie participative ou la co-construction, ça a un coût. Il faut vouloir le payer. Et je vais le dire avec beaucoup de gentillesse, mais enfin, vous savez, quand vous êtes élu avec moins de 2 Martiniquais sur 10, j'ai presque envie de vous dire que je comprends que vous en ayez cure de la démocratie participative. Alors, le jour où les Martiniquais seront 6, 7, 8 sur 10 à aller voter... les intéresser bien si. Mais il y a... Attention. Et là, c'est le piège. Il y a un piège. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et dans lequel, d'ailleurs, nous, on incite chaque semaine nos compatriotes à ne pas tomber. Je suis désolée. Si les élus ont des devoirs, les citoyens aussi en ont. S'intéresser à la vie de sa cité, c'est très important. Bravo. Considérer maintenant que soi-disant, parce que le VHU qui est devant chez soi n'a pas été retiré depuis 5 ans, eh ben, pas qu'à le voter, ça pas qu'à c'est vieille, hein? Eh ben, c'est se mettre de toute façon dans une situation où on ne peut pas penser la Martinique. D'accord? Donc, la responsabilité citoyenne, il faut que nos compatriotes la comprennent. Et moi, je le dis avec beaucoup d'ironie quand je vous dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Que si ces gâteaux au chocolat m'a mangé. Et moi, sache que toutes les moun qui a fait gâteau au chocolat, il y a une personne qui est spécialiste des gâteaux au chocolat et des tartes aux pommes. Mais moi, j'adore les gâteaux au chocolat. Et à chaque fois que la personne est prête à faire un gâteau, elle demande à tout le monde autour de la table, nous sommes 10, qui est-ce qui veut du gâteau au chocolat? Si nous, dès qu'à répondre, un gâteau au chocolat, l'autre gâteau au chocolat, eh bien, il y aura toujours que du gâteau au chocolat. Parce qu'il n'y a que moi qui me serai exprimé. Alors, il faut que les Martiniquais se décident à s'exprimer un tout petit peu plus dans les moments démocratiques qui sont les élections, ça c'est les premiers, mais aussi qui sont les appels à participer à des instants comme ceux qui sont organisés par exemple par Olivier. Tu as donné un pourcentage de 2 Martiniquais qui ont voté. Oui. Alors, les Martiniquais qui ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas voté, qui n'aiment pas ce qui se passe, quel recours qu'ils ont? Attendre la prochaine élection 6 ans plus tard? Ils ne sont pas d'accord avec quoi? Sur ce qui se passe. Sur quoi? Mais quel recours qu'ils ont pour se faire entendre? À part le jour du vote. Il n'y a rien d'autre. C'est peut-être faire... Il y a des occasions. Il y a des occasions. Déjà, il y a l'éducation populaire, il y a aussi le monde associatif. Il y a ces événements qui sont d'échanges, qui peuvent aussi constituer une force. Parce qu'il ne faut pas croire. Il y a les mobilisations. Oui. Mais bien sûr, et je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé à travailler en Martinique dans les collectivités. J'ai commencé en mairie. J'ai commencé à la mairie de Schœlcher. Vous savez qu'à chaque conseil municipal à la mairie de Schœlcher, il y avait des habitants de Schœlcher, hein. Okay. Les gens venaient et participaient au conseil municipal. Ils n'avaient pas le droit de parler, mais ils étaient là. Et on savait d'ailleurs que s'il y avait des bêtises qui étaient faites, elles allaient être répétées dans les quartiers. Ok? C'est aussi ça, s'intéresser à sa cité. On ne peut pas confier à 20 personnes ou à 40 ou à 50 personnes partout la destinée d'une ville, par exemple, de 200 000 habitants. À un moment, il faut que les gens s'intéressent à quelque chose. Ok, Charles. Alors, je voudrais dire 3 choses, s'il vous permettez. La première, c'est la 6e République de Mélenchon. Mélenchon estime... Mais non, mais c'est ça. Enfin, parce que davantage de démocratie, c'est aussi la possibilité de changer le mode de consultation. Aujourd'hui, technologiquement, on peut, avec un numéro de code, etc., on peut demander à la population de s'exprimer sur tout et n'importe quel sujet. Pourquoi on ne le fait pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas au pouvoir. Mais il y a possibilité aujourd'hui, techniquement, avec des codes. Enfin, on a des cartes bancaires, on a tous des comptes en banque, on n'est pas piraté. Hein. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance faciale. Donc, il y a possibilité que l'État français permette qu'il y ait possibilité d'avoir des consultations beaucoup plus fréquentes. Ça, c'est le premier élément. Et ça, c'est l'État français. Deuxième élément, on parle de votation. Savez-vous qu'en Suisse, il y a des votations? Il y a tellement de votations en Suisse qu'il y en a au moins 365 par année. J'ai compté qu'il y a à peu près une votation par jour. Le gros souci de la votation... C'est quoi la votation? C'est une consultation populaire qui est demandée...
à une population très circonscrite, à un type de population, par exemple à des professionnels, ou à un type de une population qui est circonscrite sur un territoire. On pose une question à telle personne. Par exemple, des votations, on a demandé un jour aux Suisses s'ils voulaient qu'il y ait des minarets de mosquées. Ils ont dit que non, ils préféraient les églises et ils ne voulaient pas de minarets dans leur paysage. Deuxièmement, il y a une votation qu'on a demandé aux Suisses s'ils voulaient la 4e semaine de congé payé. Ils ont dit non, pas question, ils gardent 3 semaines de congé payé parce qu'ils ne veulent pas ressembler à la France. C'est ça une votation. Okay. Nous, on est à 5 semaines de congé payé. Hein. Okay. Et je veux dire par là que la votation, le principe de la votation... Excuse-moi. Et si on demande à voter, nous pouvons voter pour 6. Et le principe de la votation, c'est que on pose tellement de questions qu'il y a de toutes petites minorités, moins de 1%, qui s'expriment sur un sujet qui donne un écho retentissant à un sujet qui peut être parfois dérangeant. Je dis une bêtise, hein. Le type qui est zoophile, enfin, il y a surtout des gens qui imaginent pouvoir faire des homosexuels. Non, je suis désolé, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et puis, on donne un écho à ces personnes-là qui peuvent s'exprimer et défendre leurs idées. Et donc, le 0,5 ou 0,7% de personnes un petit peu hurluberlues qui pensent à des choses, ou bien les ufologues, les gens qui croient aux extraterrestres, on leur donne la possibilité. Et puis, pendant une semaine, on a des gens qui parlent d'extraterrestres alors qu'il y a des sujets beaucoup plus importants qui ne sont pas abordés. C'est ça le principe de la votation. Faire attention au fait que de consulter des populations qui sont ultra minoritaires dans un pays, ça enfle les débats qui n'en valent pas la peine parce que ce sont des gens qui remplissent l'aspect médiatique de certaines questions qui sont un petit peu marginales. Et enfin, 3e élément, moi je m'insurge sur ce qui a été fait. J'ai été appelé par un sondage. Un sondage qui nous a été donné, mais on sait très bien qui est à la manœuvre et qui a classé les priorités. Alors il s'agissait de la sécurité, etc. Et puis un dernier ressort, c'était le drapeau. Mais je sais qui est à la manœuvre et qui veut infantiliser les gens. Parce que poser des questions, c'est aussi, dans un certain sens, poser des questions de manière à obtenir les réponses que l'on souhaite. Et les cabinets de sondage, ils sont très forts là-dessus. Et je ne me laisse pas piéger. Ce sondage-là, il a coûté entre 60 000 et 80 000 euros. Oui, ce sondage-là coûte entre 60 000 et 80 000 euros. Il a été commandé par les grands patrons de la Martinique pour ridiculiser la majorité de la CTM parce qu'on avait eu l'outrecuidance de demander un drapeau et un hymne. Alors que eux, ils veulent mettre en avant le pouvoir d'achat ou je ne sais pas trop quoi. Mais eux, ils sont très bien installés dans une situation monopolistique qui leur permet de mettre 4 moteurs derrière le bateau. Mais un jour, je vais parler, je vais donner les chiffres et les noms. Parce que je commence à en avoir assez. Mais oui. Alors, non, il faut juste pour conclure, bon, il faut quand même éviter de stigmatiser la participation citoyenne à M. Mélenchon et puis aux votations suisses. Hein. Ça, c'est un univers beaucoup plus large si on veut se donner la peine de l'explorer et de l'expérimenter. Voilà, je ne dirai pas plus. Oui, mais on va en parler. Alors, le Sénat a voté lundi pour une interdiction très large de l'écriture inclusive, encouragée par Emmanuel Macron qui a appelé à ne pas céder aux zéros du temps. C'est étrange, ça venant de la bouche du président de la République. Oui. Enfin, Charles III, mais oui, ça tombe sur toi, hein, je suis désolé. Je veux bien. Il te reste 1 minute 13, on avait dit que je mettais. Oui, le gestionnaire du temps. J'ai mis mon chronomètre. Donc, en fait, l'écriture inclusive, je n'y ai jamais été très favorable parce que j'ai la faiblesse. C'est quoi l'écriture inclusive? Inclusive, c'est d'écrire en incluant le masculin et le féminin des mots. Par exemple, chers auditeurs, ça se cache cher, CHER, point. Ah, ok. ES, point S, chers auditeurs, on va écrire auditeur EURS, point TRICES, TRICES. C'est ça l'écriture inclusive. Et déjà, les gens n'ont pas le temps et puis pour écrire correctement. Et donc, cette écriture inclusive-là, elle m'embête un petit peu parce que j'ai l'ambition de taquiner un petit peu la muse. Et mes rimes ne seraient pas tombées d'appoint si j'avais à l'employer. Par contre, donc, bon, moi, je ne suis pas opposé à cette idée. Par contre, concernant la féminisation des mots, je crois très sincèrement que c'est une excellente chose qu'il faudrait qu'on revienne dessus.
Et j'ai fait mes recherches et j'ai appris que l'histoire du masculin qui l'emporte sur le féminin est une invention qui date du XVIIe siècle. C'est un certain grammairien du nom de Dominique Bourse qui l'a édicté en disant que le masculin l'emportait sur le féminin parce que le masculin était un genre plus noble. Et puis ça a été doublé de Nicolas Bosé au XVIIIe siècle qui affirme qui double la mise en disant que le masculin doit l'emporter sur le féminin, alors qu'auparavant, eh bien, la règle qui était appliquée, c'était que le genre s'appliquait au nom qui était le plus proche du verbe. Hein. On disait les hommes et les femmes qui sont arrivés, eh bien, comme femme, c'est après, c'est plus proche de son, eh bien, ça aurait été écrit arrivé et ES. Mais là, ce sont deux grammairiens du XVIIe et du XVIIIe siècle qui ont décidé qu'il fallait masculiniser les accords. Et puis, c'est tombé dans des études, et là, c'est Madame Georges Arnaud qui, un matin à la CTM, que j'ai rencontré à la CTM, qui m'a expliqué, on sait comment elle est, avec des arguments suffisamment persuasifs, elle m'a expliqué que, enfin, et j'ai aussi conforté ce point de vue-là en cherchant que la féminisation, un auteur, une autrice ou une auteuse, eh bien, c'était utilisé déjà. Et puis, c'est au XVIIe et au XVIIIe siècle que la féminisation des mots, et ça a disparu. J'ai failli faire... ne pas terminer ma phrase. Et ça a été confirmé par des biais de sens. Par exemple, monsieur l'ambassadeur et madame l'ambassadrice, ou monsieur le secrétaire et madame la secrétaire. On voit bien que la secrétaire, c'est la dame qui dactylographie, tandis que monsieur le secrétaire, c'est un secrétaire d'État. Voilà. Et monsieur l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur. Madame l'ambassadeur, c'est la fonction. Ou madame l'ambassadrice? Non, madame l'ambassadeur, c'est la fonction. Mais madame l'ambassadrice, c'est l'épouse de l'ambassadeur. Et donc, ça a compliqué les choses. Comme mairesse. Voilà. La mairesse, ça se disait. La doctoresse, ça se disait. La chefesse, c'est pas trop joli, mais bon, ça se disait aussi. Mais pourquoi ne pas revenir à une féminisation des fonctions de manière à donner leur part, j'ai envie de dire, de lumière? Et j'ai toujours dit que le sexe fort, c'était le sexe féminin, parce que c'est nous qui courions après elle. Voilà. Très bien. Un mot sur ça pour conclure, parce que... Rapidement, pour conclure, bon, l'objectif, c'est évidemment de revenir sur cette vision du XVIIe, XVIIIe siècle, qui est une vision patriarcale. L'homme, le genre masculin est plus noble, est plus fort, est plus beau. Donc, vous avez 90 femmes dans une pièce, un homme, et tout d'un coup, tout devient au masculin. Bon, ça n'a pas de sens, en fait. Alors que l'écriture... déjà, c'est vrai que quand on écrit à la main, c'est moins le cas maintenant, mais on n'a peut-être pas obligatoirement toujours le réflexe de faire ce genre de choses. Mais moi, je prends plaisir, oui. Je prends plaisir, ne serait-ce que quand je me présente à pouvoir saluer les femmes et les hommes. Et je prends également plaisir, dans un certain nombre de mes écrits, à le faire. Et mon cas, attendre en mon vini interdit moins d'y mettre des points, des tristes, des is, des madames, des messieurs. Mon cas, attendre ça. Mais non, voilà. Mais ça ira avec l'intelligence artificielle. Non, alors juste si ça doit passer, ça va passer avec un 49.3. Encore une fois, parce que en l'occurrence c'est le Sénat qui a donné son avis. Il n'est pas sûr qu'il y ait une majorité réelle, parce que attention, pareil, tout le monde est là et joue les machins. Mais enfin, dans les votants, mesdames, nous sommes nombreuses. Voilà. Et encore une fois, nous pouvons aussi engager des rapports de force sur ça. Et il ne s'agit pas juste de dire « ouais, c'est juste, ah oui, les gens, ils sont sur des coquetteries ». C'est parce que le verbe, et ça, je vais utiliser une vision un peu religieuse, mais le verbe renvoie de la création. Et lorsque l'on dit et qu'on répète un certain nombre de choses, ça finit par contre par se créer. Et du coup, faire en sorte que le genre féminin puisse rentrer et puisse occuper un espace qui le représente, ce n'est pas totalement anodin et ce n'est pas totalement abscon. Voilà. Vas-y, Jean-Marie. J'ai une proposition, c'est-à-dire que moi je suis contre l'écriture inclusive, parce que c'est extrêmement laborieux. Quand on écrit, c'est contraignant. Donc je suis pour la féminisation des fonctions, et je suis pour compenser, pour rétablir l'équilibre. Je suis pour que, en fait de compte, le féminin l'emporte désormais sur le masculin. Voilà. Pointré, voilà. Très bien. Voilà. Vraiment. Alors, j'ai l'Université des Antilles, donc j'ai une pensée pour
pour Philippe Saint-Ciola en ce moment quand je lis ça. L'Université des Antilles entre dans le palmarès du prestigieux classement international de Shanghai des meilleures universités mondiales. C'est où le bravo pour la Martinique. Top. Et est-ce qu'on peut juste dire quelque chose? C'est pour les Antilles. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose? C'est un classement hyper prestigieux. La première, évidemment, on est quand même dans un truc de 500 universités où la première université, c'est quand même Harvard. D'accord. Quand on vous dit, tu as fait Harvard et tout ça, boss de boss, d'accord. Harvard, Oxford, Cambridge, enfin des grosses universités, Université de Chicago et tout ça, des grosses universités américaines avec les moyens qui vont avec. Tout petit, nous piti, yokadi, nous piti, nous réussir à rentrer dans le classement. Je ne sais pas combien il y a d'universités, hein. Il y en a peut-être près de 10 000 dans le monde. Oui. Hein? On est dans les 500. Bravo, boulot bravo. C'est pour de la recherche, ce qui veut dire qu'on sait que sur de la recherche et de la recherche fondamentale ou d'autres recherches, on a de la qualité. Ben, il faut que, du coup, on y mette peut-être aussi encore plus de moyens, se donner l'ambition peut-être dans le prochain classement de sortir de la 498e place pour arriver peut-être dans les 200, ce qui veut dire donner des moyens peut-être aussi à notre université de générer encore plus de choses. Et la CTM a signé une convention d'objectifs et de moyens avec l'Université des Antilles on est donc en pleine phase de collaboration pour atteindre ces objectifs-là. Bien. Top. Tu l'as placée celle-là. Mais oui. On se fait critiquer, mais quand on peut se donner des fleurs, on se les donne. Oui, n'oubliez pas de rapidement mettre, si vous pouvez aider les étudiants qui n'ont pas d'ascenseur. Là, tu es en train de faire ton marché, là. Non, mais je dis ça comme ça. Voilà. Merci à tous les trois. Merci. Merci à Grégory, merci à Martine, à Manuela. Et puis, une pensée aussi pour les deux absents de cet après-midi. On les embrasse bien fort. On les embrasse bien fort. Papy et Mimi. Voilà. Gentiment, on les embrasse bien gentiment, cordialement. Papy et Mimi? Oui. Ah, c'est comme ça que tu les surnommes maintenant. Papy et Papy, Mimi. c'est Papy. Papy et Mimi, c'est Mimi, c'est Michel. Michel. Merci à tous les trois. À très vite sur Zouk Télévision. Bye bye. Bonne soirée. Merci.